Nous retrouvons donc nos avis pour la suite du débat. Ambroise Pondio, nous avons Sana, Komlan Sadio, Etou et Georges Eo. Il faut tout simplement dire que la boîte du président Emmanuel Macron a déjà commencé par bouger parce que les messages de félicitations pleuvent de partout, surtout les messages des présidents africains, certains présidents africains. Le président sénégalais Macky Sall a félicité son homologue français pour sa réélection. Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, nigérien Mohamed Bazoum, gabonais Ali Bongo Ondimba. Alors cette question, Ambroise, que peut attendre l'Afrique de la réélection du jeune président français? L'Afrique ne peut qu'attendre sa décadence avancée. Ça y est, il ne peut qu'attendre une certaine accélération de la décadence qui a commencé depuis 300 ans, si éventuellement ce monsieur ne changeait pas de cap et de politique vis-à-vis de l'Afrique. Quand je parle de cela, j'estime que comme il y a des sous-préfets français africains qui, déjà à 19h, 19h30, 20h, le premier a déjà sonné le glas en envoyant un message. Vous savez de qui je veux parler, de Alassane Ouattara, bien sûr. C'est le premier sous-préfet de la France en Afrique. Le second, c'est Bazoum. C'est celui nigérien qui veut, quand les autres ont chassé les bases, chassé les militaires français de leur pays, lui, il prend la charge de recevoir les militaires français. Et c'est l'Assemblée nationale qui a décidé. Donc, on sait comment ces genres de choses se passent. L'argent coule beaucoup dans ça. La corruption, c'est-à-dire ceux-là qui ont institué la corruption en Afrique, c'est les Blancs. C'est eux. Donc, on sait comment l'argent circule. On a eu même écho, on n'a pas encore vérifié, une réunion qui se serait tenue à Abidjan où on a distribué 14 milliards ou 15 milliards quelque part aux membres de la société civile, des journalistes, des politiciens, tout ça là, pour pouvoir atténuer le sentiment anti-français en Afrique. Ça, on n'a pas encore vérifié, mais c'est des faits qui seront vérifiés. Et on sait quand même c'est comme les gens parlent également des sous distribués par la Russie pour propager ce sentiment anti-français en Afrique. La Russie distribue quels sous? La Russie aide les pays qui sont en face aux terroristes pour lutter contre ça aussi, ce n'est pas vérifié, comme ce que vous avez dit. Mali, c'est juste... les radars, les avions, les missiles, les hélicoptères ont été donnés au Mali en termes de partenariat. Non, je ne parle pas de votre information, mais celle que vous avez. Voilà. Ok. Tu sais, beaucoup de gens n'écoutent plus les médias français. Durant ces 3 semaines, les médias français ont été boycottés. Parce qu'il y a trop de l'intoxication. Moi, je suis journaliste. Quand quelqu'un comme un David Bachet prend son papier sur le Mali, je zappe la radio. J'étais en même temps. Je sais prendre le vrai du faux de l'information. Et eux-mêmes, ils se mélangent les pédales. Quand vous voulez mentir, vous voulez intoxiquer les gens, il faut savoir bien le faire. Il ne faut pas mélanger les gens, parce que tout le monde n'est pas naïf comme eux. Moi, je ne suis pas naïf. J'ai commencé, il y en a des confrères qui disent, ça fait longtemps qu'ils ne suivent plus les médias français. C'est parce qu'on n'aime pas les médias français. Mais on ne suit plus certaines informations. Moi, quand ça concerne le Mali, je dis que je viens directement sur New World Radio, une radio qui est à 95%. Je zappe immédiatement pour ne pas avoir de la colère. Parce que le cas de Bouchard, quand on parle de l'Ukraine, le cas du Mali, où eux, ils ont tiré sur les gens qui faisaient le mariage. On en a parlé, ils ont dit non. Les Nations Unies ont fait une investigation, ils ont publié que c'est la vérité, ils disent non. Maintenant, les gens ont eu du matériel pour lutter contre le terrorisme, en bonne et due forme, et ils y sont arrivés. Pour faire représailles contre le fait qu'on les a chassés du Mali, ils mentent, ils racontent leur vie, ils racontent de la désinformation. Et ceux-là qui veulent écouter, ils n'ont qu'à écouter. Moi, je ne coule plus ça. J'essaie d'écouter pour faire la part des choses. Je dis, regardez-moi ça. Ils vont encore tromper les naïfs. Pas moi, Ambroise. Maintenant, pour vous dire que la France, Macron lui-même, il a dit que l'hégémonie occidentale est en train de s'amincir, est en train de finir. Un nouvel ordre mondial est en train de se dessiner avec cette opération spéciale. Moi, je prends le mot de la Russie en Ukraine. Donc ça veut dire que vous croyez aux médias moi, je suis rarement même les médias russes. C'est rare que j'écoute les médias russes. Mais je sais faire la part des choses dans les médias russes. J'ai compris que pendant longtemps, les gens ont été surdoyés, les gens ont été atomisés, intoxiqués par les médias. Et c'est eux qui ont installé les médias en Afrique.
comment on appelle, RFI, la Voix de l'Amérique, la Deutsche Welle, la BBC, c'est les mêmes médias occidentaux. Aujourd'hui, c'est fini. Quand on parle du gaz et du pétrole, les États-Unis demandaient s'ils ont coupé le gaz avec la Russie. Aujourd'hui, quand ils demandent à l'Europe, ils sont là-bas, ignorants, on leur demande de couper le pont avec la Russie. Vous et la Russie, vous êtes des voisins. Celui qui est à 5000 km, vous voulez croire celui qui est à 5000 km que celui qui est proche de vous? Non, il faut que les gens sortent de cette naïveté-là, volontaire. Une naïveté volontaire. Donc la France, elle, c'est une peureuse, elle a peur. La première peur n'a jamais mis son nez dans cette guerre. Les premiers missiles Satan 2 qu'il faut lancer, c'est vers la France. Hier, une personne disait qu'il a connu toutes les villes de l'Ukraine. Maintenant, il veut connaître aussi les villes de la France. Vous avez compris cette phrase-là? L'anecdote voudra dire que ces missiles-là aillent en France. Moi, je ne suis pas d'accord que les gens, les civils meurent. Et la Russie ne fait pas sa guerre comme ça. Quelqu'un l'a dit. Une guerre en Russie, même si nous ne sommes pas sur un terrain russe ou ukrainien, on parle de la France. La Russie mène une guerre, il rase tout. Elle rase tout. Et Poutine avait dit au départ qu'il ne veut pas toucher aux civils. La dernière fois, on a pris un général ukrainien qui a été blessé. C'est les soldats ukrainiens et russes qui l'ont aidé et c'est les médecins russes qui l'ont traité, qui l'ont soigné. Pour vous dire que la France aujourd'hui est en train de jouer le juste milieu. L'Allemagne aussi. La Hongrie s'est départie. Maintenant, si la France veut exploiter encore cette guerre ou cette opération spéciale en Ukraine pour pouvoir jouer sur la naïveté des États africains ou des chefs d'État africains, ça fait son problème. C'est ceux-là qui le croient ou qui croient au président français qui les suivent. Moi, je ne vais pas suivre bêtement le président français. Aujourd'hui, ils sont en décadence. Si le Mali, la Centrafrique est partie, le Mali est en train de partir. Le Burkina suivra bientôt. Vous avez vu une manifestation qui a été... Et ensuite, la Guinée, je viens d'écouter un audio d'un ministre de la Guinée. Et ainsi de suite. Le Cameroun, le Gabon qui veut être membre du Commonwealth, le Togo qui veut membre... le message là, vous ne voyez pas le message? Les Africains sont fatigués de la gouvernance france-africaine de la France. Alors, Sadio, même question à vous également. Que peut attendre l'Afrique de la réélection du président Macron? Je continue avec la guerre en Ukraine ou quoi? Allez-y. Non, en fait, je crois que le sujet est un peu planté. Parfois, je me perds dans certains développements parce que je crois qu'on est en train de parler de ce que l'Afrique peut attendre de la réélection d'Emmanuel Macron. Donc, s'il y a un autre sujet qui s'est ajouté en temps, veuillez nous mettre à jour, s'il vous plaît. Donc, ceci dit, moi, je dirais que ce va être logique avec ce que j'ai dit précédemment. Un président français n'est pas élu pour les beaux yeux des Africains. Un président français est élu pour prendre des décisions dans ses relations bilatérales avec le reste du monde, dans l'intérêt des Français. Ceci dit, avec beaucoup de lucidité et les pieds sur terre, je vous invite à consulter le programme d'Emmanuel Macron en ce qui concerne sa politique étrangère. Même le résumé de son programme, on ne parle pas de diplomatie africaine. La diplomatie africaine n'existe pas dans l'esprit des Français. Les Français ne vont pas voter en tenant compte de ce qui se passe, des relations que la France entreprend avec les pays africains. Par contre, ils sont intéressés par ce qui touche l'Europe d'abord. C'est pourquoi vous verrez que oui, la guerre en Ukraine, ça a eu peut-être des répercussions sur la campagne présidentielle. On a vu comment, comment les voix ou bien comment on appelle les suffrages potentiels qu'on créditait à Éric Zemmour se sont effondrés à cause de ses positions par rapport à la guerre en Ukraine. Comment est-ce que la diplomatie française en Afrique a influencé l'élection présidentielle? Ça n'existe pas. Donc, ne soyons pas naïfs. Il ne faut pas du tout être naïf sur ce plan. Moi, je pense et j'estime que, puisque cela n'a pas d'influence dans la réélection d'un président français, je ne m'attends pas à que quelque chose puisse changer foncièrement. Donc, ceci dit, si aujourd'hui, on pense que
la géopolitique est en faveur de l'Afrique aujourd'hui, je mets un point d'interrogation parce que j'ai l'impression qu'on se complaît dans beaucoup de choses. Moi, ce que j'attends de l'Afrique, c'est des alternatives. Qu'est-ce qu'on crée aujourd'hui? On parle de la flambée des prix, de l'importation du blé. Qu'est-ce que l'Afrique aujourd'hui crée en substitution du blé qui est importé pour que je sois heureux, que le positionnement de la géopolitique va dans l'intérêt des pays africains? C'est un point d'interrogation. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes militairement indépendants pour répondre aux défis sécuritaires que sont la menace, que constitue la menace du terrorisme, des groupes armés terroristes qui sèment la désolation? On a vu ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina, jusqu'au point où, on va en parler tout à l'heure, des Africains, ils veulent que la Russie vienne régler les problèmes du Burkina Faso. Et ça, je dois être content parce que la géopolitique est en faveur des Africains. Je me pose des questions. C'est pour ça que moi, par contre, je ne suis pas content. Parce que pour moi, ce sentiment, ce que moi je dis, ce sentiment anti-occidental doit nous pousser à aller au-delà des sentiments, pour poser des actes. Moi, je veux des actes. Je veux, par exemple, qu'on nous dise qu'aujourd'hui, les Africains maîtrisent l'énergie solaire. Là, on serait moins dépendant de l'importation du pétrole. Parce que lorsque les prix du pétrole flambent, on voit ce que ça donne dans nos pays. C'est ces alternatives crédibles, des actes concrets que moi j'attends. Si moi je vois des choses que je vois aujourd'hui, qu'aujourd'hui on maîtrise l'énergie solaire, mais je serais content que ça tourne à l'avantage. Mais comment? Parce que quand on parle de ça, quelle est la traduction économique? Est-ce que économiquement nous sommes moins dépendants ou plus dépendants? Parce que c'est la dépendance économique qui crée cette influence. C'est parce que nous dépendons d'eux. C'est parce que nous achetons beaucoup de l'argent que nous créons, nous le prenons pour importer. Et la solution, c'est de créer ici des alternatives endogènes pour que le pouvoir d'achat ne s'érode pas, ne s'exporte pas vers ces pays. Si je vois ça, je serai content, je serai d'accord avec l'homme politique. Mais pour le moment, je me pose des questions. Moi, je n'ai pas de raison d'être content quand j'entends ces choses. Alors, l'homme politique, vous avez écouté, hein? Vous êtes homme politique, donc vous avez écouté les doléances. Ça me fait sourire parce que quand j'entends... Il a en partie raison, l'Afrique doit prendre ses responsabilités. Je pense que c'est l'analyste économique qui est en train de parler. Ça me fait sourire. Parce que autrefois, avec les classiques qui nous parlaient de la neutralité de la monnaie, ou qui parlait que le franc CFA n'a rien à voir avec notre développement. Nous sommes arrivés sur la théorie... À démontrer autre chose. Oui, la théorie keynésienne qui nous dit non, que la monnaie n'est pas neutre. Et aujourd'hui, quand nous parlons du franc CFA, la France a beaucoup de choses à avoir. Vous voyez, avec tout ce qui s'est passé avec ECO de CEDEAO qui est devenu ECO de l'UEMOA et on n'en parle pratiquement plus. Et quelqu'un qui peut me dire tout simplement que nous voulons le développement de l'agriculture, nous voulons le blé, nous voulons ceci, alors que les moyens pour en arriver sont confisqués. Nous ne devons pas oublier que l'Afrique ne vit pas en autarcie. C'est ce qui me fait peur, parce que ce sont nos économistes, ce sont nos intellectuels qui nous développent des théories pas possibles. L'Afrique ne vit pas en autarcie. Nous ne vivons pas en autarcie. Quand on parle de blé, est-ce qu'au Togo ici, on mange que le blé? On ne mange pas que le blé. Nous avons à développer l'agriculture. Mais il faut savoir que si nous voulons notre développement, il y a des gens, des cancans qui entourent l'Afrique, il y a des mains posées sur l'Afrique. Si nous parlons de la France, ou bien que nous disons nous voulons parler de la France, nous ne voulons pas faire ceci, à quoi ça gêne la France que le Mali tisse des relations, que ce soit avec des mercenaires, que ce soit avec tel, que ce soit avec tel? Qu'est-ce qui gêne la France si vraiment nous disons que non, il faut que les Africains se développent, il faut que les Africains pensent ceci? Cela veut dire qu'il y a des intérêts de la France derrière. C'est ce que vous voulez dire. Énormément. Quelque chose la dérange. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la France et le Mali dit Jeune Afrique, RFI, je coupe avec vous. Et puis le président français dit, mais je vais appeler Nana Akufo-Addo, je vais appeler ceci. Une fois qu'ils prennent leurs responsabilités, je suis derrière. Il est qui? Mais comment est-ce que nous ne pouvons pas ouvrir les yeux? Comment est-ce que nous pouvons réfléchir comme si nous sommes dans une maison libre? Non, nous ne sommes pas libres dans nos réactions. Ceci étant,
je suis d'accord que le président français est élu par les Français et pour les Français. Mais nous ne sommes pas d'accord quand ils prennent des actions qui vont à l'encontre des intérêts africains. C'est en cela qu'on dit non. Sinon, qu'est-ce qui m'empêche moi en tant que Togolais, ou bien qu'est-ce qui me pousse en tant que Togolais à s'ingérer dans ce qui se passe en France? Non. Pourquoi nous ne le faisons pas? Pourquoi, par exemple, quand il y a élection, et pourquoi nous n'envoyons pas les observateurs vers les Français, par exemple? Pourquoi en retour ils envoient? Nous devons poser beaucoup de questions. Nous ne devons pas prendre les choses. Politique, c'est à vous de nous ne devons pas prendre les choses à la surface pour développer l'agriculture. L'agriculture, vous avez encore 30 de secondes. Consommation, d'importation, d'exportation plutôt. Qu'est-ce que nous voulons faire? Est-ce que nous sommes là aujourd'hui? Nous avons la mécanisation disponible pour développer ça. Est-ce que nous avons les éléments? Nous devons réfléchir à tout ça là. Mais il faut savoir quelque chose. Ouais. Quand nous sommes dans les négociations, ou bien quand nous sommes en interaction avec ces pays occidentaux, ils ne nous permettent pas d'évoluer. Et c'est ça le problème. C'est ça qui me fait mal. Et que c'est la faute, c'est à la jeune génération. La jeune génération, vous ne pouvez pas blâmer un Nana Akufo-Addo qui est foncièrement cloué, ou bien foncièrement je ne sais pas comment le dire, qui est accroché aux sanctions maliennes, comme si ça dit que ça lui fait plaisir. Pourtant, c'est pas lui. Selon Ambroise, c'est le président Ouattara qui est le sous-préfet de la France. Je vais arriver là-bas. Je ne parle pas de sous-préfet. Il a rejoint le camp. Moi, je ne les appelle pas sous-préfets. C'est que c'est des choses qu'on ne peut même pas dire. C'est des pressions pas possibles. Pourquoi un président élu par les Français, pour les Français, décide à appeler un président de la CEDEAO, de notre communauté, pour lui donner des instructions? C'est là où on doit en venir. C'est pas les trucs juste là. Le temps est contre nous, 30 secondes. Juste dire à mon frère que... Qui Sana ou bien Georges? Georges, que c'est les chefs d'État eux-mêmes qui ont donné leurs mains liées, les pieds mains liés avec bagages, pour être contrôlés. C'est d'ailleurs pourquoi je posais la question tout à l'heure, la faute à qui? Parce que moi je serai président, Sankara n'a pas mieux fait. Moi je serai président dans un État africain là. Et qu'est-ce qui se passe avec Goïta? Si vous devenez président, vous serez président au Togo. C'est au Togo. Je peux aussi devenir président ailleurs. Il suffit que je me naturalise, c'est tout. C'est possible. Il y en a qui sont de... Bazoum, il est de sang nigérien, non? Il y a plein de chefs d'État qui ne sont pas... Mais... si je veux être président, c'est au Togo, je vais être président. Même à 75 ans, je peux être président. Je peux même influencer à refaire la loi pour que je devienne président. Pour juste dire que quand on parle de sous-préfet français, c'est des acronymes qu'on colle à un chef d'État qui a donné main et pieds liés pour la France. Tout pour la France, l'intérêt de la France d'abord. Et celui qui est le plus servile, c'est Ouattara Alassane. Celui qui le suit, Bazoum, et le président ghanéen les a suivis. Le président ghanéen, c'est le pire des présidents que le Ghana ait connu depuis son indépendance. On ne dirait même pas que nous sommes dans un pays de Kwame Nkrumah. Alors, voilà le message. On parlait de la France, mais on a eu le temps de parler de ces pays également. Le Mali, surtout. On va parler du Mali, de la Guinée, du Burkina Faso. 25 avril, c'est une date à noter. C'est la fin du délai de la CEDEAO pour un calendrier électoral dans ces pays. On commence par vous, l'homme politique Georges Eo. Le Mali a pris sa décision. On voit la Guinée qui ne dit rien jusqu'à présent. Le Burkina Faso opte pour une transition de 3 ans. 25 avril, après ce jour, qu'est-ce qui va se passer? Permettez-moi de dire aujourd'hui que la CEDEAO, je ne pense pas que la CEDEAO est en train de jouer son rôle. Je ne pense pas que la CEDEAO, des peuples tant publiés et tant prônés par les pères fondateurs. Et aujourd'hui, nous pouvons encore parler de la CEDEAO des peuples. J'ai comme l'impression que la CEDEAO est en train de perdre beaucoup de son... Pourquoi? Parce qu'elle sanctionne les pays qui ont fait le coup d'État? Non, ce n'est pas les sanctions.
En fait, la CEDEAO doit jouer un rôle de papa de régulateur. La CEDEAO doit jouer un rôle qui permet de trouver un juste milieu entre les sanctions et les coups d'État. Et la CEDEAO doit faire en sorte que la population soit protégée. On vient de parler de la France et on tombe sur la CEDEAO. La CEDEAO, c'est la communauté. Ce n'est pas quelqu'un qui a un bâton pour frapper le fautif. Ce n'est pas quelqu'un qui est là. Mais il faut des sanctions savoir, quand même. Pour ne pas pousser les gens à faire des coups d'État partout. Il faut des sanctions, mais il faut trouver le juste milieu. C'est trop, c'est ce que vous le dites. Imaginez que la cour de l'UEMOA qui a donné raison à l'État malien. Mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Mais comment vous pouvez imaginer que nous sommes dans une association pour le bien-être de tout le monde? Mais quand je suis fautif, mais malgré les tests, mais nous ne devons pas être comme ça. Nous devons savoir que, d'ailleurs, on se punit. Parce que l'État malien, c'est un État même qui est en relation internationale avec d'autres pays encore de la CEDEAO. Mais le discours du Premier ministre est en train de changer progressivement. Choguel Kokala Maïga, il était très ferme. Bon, on voit ces derniers discours récemment au niveau du CNT, ça a changé. Il a mis de l'eau dans le vin et c'est quelque chose qu'on peut saluer. C'est tout ce que je voulais dire. Si les gens ils savent que nous sommes entre frères et qu'ils changent de discours, nous ne pouvons pas le considérer comme une faiblesse. Non, nous ne sommes pas là. Pas du tout. En fait, les gens sont contents en tout cas, ce que certains veulent, c'est que les autorités de la transition... Pourquoi ils sont heureux? Parce qu'au départ, il était dit... Non, en fait, les autorités de la transition viennent s'agenouiller pour dire pardon, nous ne savons pas, ou bien qu'il n'y a pas d'économistes, il n'y a pas ceci, ils sont cons. Donc les gens sont contents. C'est que les gens sont contents. Et ce n'est pas ce que nous voulons pour la CEDEAO. La CEDEAO doit être ce papa-là, quand après avoir tapé son enfant, il le tape avec amour. Il s'est dit pour lui, c'est pour que l'enfant change. Ce n'est pas pour que l'enfant soit humilié. Ce n'est pas pour que l'enfant, on montre la faiblesse de l'enfant aux yeux de tout le monde. C'est pour cela que je dis, les sanctions, oui, mais il faut trouver le juste milieu. Il faut faire en sorte, il ne faut même pas exhiber, même parler du changement dans les discours des autorités. Parce que s'ils le font, c'est que c'est nos frères. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs qui sont là-bas. Nous devons les considérer. Donc aujourd'hui, il faut trouver le juste milieu. Si la CEDEAO a donné des dates aux Burkinabés, aux Guinéens, et il faut savoir aussi, comme vous le dites, la CEDEAO et le Mali sont en train de discuter de 6 mois. Quelqu'un dit 18 mois, quelqu'un dit comment 24 mois. La différence aujourd'hui, c'est 8 mois. 8 mois. Puisque la CEDEAO dit 16 mois. 16 mois. Le Mali dit 24 mois. Et la différence, c'est 8 mois. On a, durant, je crois, janvier ou bien février, jusque-là, on a déjà fait 2 mois ou 3 mois. Vous voulez qu'on divise 8 mois par 2 pour trouver le milieu? Vous voyez tout simplement qu'on aurait accepté un certain nombre de choses et que, véritablement, nous allons avancer. Donc ce que moi peut-être je n'aurai plus le temps de revenir puisque vu le temps. Oui, on va marquer la pause et revenir. Mais Sana, il a plus parlé du Mali parce qu'il dit que les sanctions sont trop dures. On va un peu parler de la Guinée, sanctionnée mais pas trop. Du Burkina Faso, sanctionné mais pas trop. Cela, les gens condamnent cela. Pourquoi tant de sanctions pour le Mali? Tout d'abord, j'aimerais qu'il ne faudrait pas faire l'amalgame entre la situation politique de ces 3 pays, la situation politique et sécuritaire. On connaît les raisons qui ont entraîné la prise de pouvoir par les autorités militaires maliennes qui, dans un premier temps, via la charte de la transition, qui se sont engagés. Et cela, je le répète toujours, il ne faut pas oublier cela. Ils se sont engagés dans un premier temps pour un retour du pouvoir aux mains d'un civil dans 18 mois. Ils ont promulgué ces chartes de la transition
en loi. Au 16e mois, ils viennent avec un chronogramme de, je sais pas, de 6 à 5 ans. C'est ça qui a révolté la CEDEAO. Compte tenu des réalités du terrain. Voilà, ça veut dire qu'ils se sont engagés sur 18 mois avant. Ceci dit, ce n'est pas le cas de la situation du Burkina. Ce n'est pas le cas de la Guinée. Qui ne sait même pas encore. Vous aviez tout à l'heure eu des échanges au sujet du Mali qui m'intéressent concernant ce sujet. Et à ce titre, j'aimerais que l'opinion puisse faire une distinction entre les discours de ceux qui sont financés pour faire la propagande pro-russe et donner l'illusion et l'accentuation du sentiment anti-français. Il faut faire cette distinction entre ce qui est raconté sur les réseaux sociaux et le discours que tiennent les autorités militaires maliennes et la CEDEAO. Sinon, on s'embrouille totalement. J'ai cru entendre ici, sur ce plateau, qu'on dit qu'on a chassé les Français de quelque part. J'aimerais rectifier les choses en rapportant fidèlement que Choguel Maïga, devant le Conseil national de la transition, dit que l'accord de défense avec la France sera amendé, qu'ils sont en discussion avec les autorités françaises. Cela veut dire beaucoup de choses. C'est ce que je souligne. J'aimerais rappeler qu'il a dit pas question de quitter G5 Sahel. Il a dit le Mali ne quittera ni la CEDEAO ni l'UMOA. Le Mali ne peut pas battre sa monnaie. Vous voulez dire quoi? C'est ce qu'on Je veux dire de faire attention à ceux qui parlent, qui veulent donner l'illusion que voici ce qu'ils disent, mais ce qu'il n'a pas dit. Aujourd'hui, moi, je me félicite que nous avons une institution forte. Barack Obama l'a dit et les gens le répètent que nous avons besoin d'institutions fortes. Mais on a vu que les pressions, les sanctions de la CEDEAO ont vu qu'un délai qui avait une amplitude de 5 ans est revenu aujourd'hui à 24 mois. 6 mois à 5 ans. Voilà. Aujourd'hui, on parle de 24 mois. L'amplitude a diminué. Ça veut dire qu'il y a eu... Ça veut dire qu'il y a des efforts. Et moi, quand j'entends ces mots forts venant du Premier ministre malien qui dit qu'ils espèrent trouver un accord, en même temps qu'il dit que ce délai de 24 mois est incompréhensible, il dit en même temps qu'il espère trouver un accord. Cela veut dire qu'à leurs yeux, et l'UMOA et la CEDEAO sont toujours crédibles à leurs yeux. Ils ne comptent pas là. Il dit même qu'ils ont une communauté de destin en commun. Dans cette même logique, le président togolais, quand il est allé voir le président Alassane Ouattara, il dit que nous avons ensemble un agenda économique. Fort de ceci, moi je crois que quand les officiels eux-mêmes, ils tiennent ces propos conciliants, mais c'est surprenant que nous venons faire le perroquet de ce qui n'a jamais existé chez les officiels. Nous inventons des situations, des propos fictivement attribués à eux alors que ça n'existe pas. Donc, ce que moi je remarque, c'est que lorsque vous remarquez ces propos venant du Premier ministre malien, vous remarquez que les conditions de liberté de Roch Kaboré ont été assouplies. Monsieur Alpha Condé, mais on a dit aujourd'hui il est libre de recevoir qui il veut, qu'une résidence qu'il sied à son rang est en construction pour lui. Et lorsque vous remarquez ces changements dans les propos, dans les actes par rapport à ce qui a été dit au sommet de la CEDEAO, moi je remarque de part et d'autre qu'il y a des évolutions, il y a une conciliation en vue. Mais avant de finir mes propos, j'aimerais dire une chose. J'aimerais dire qu'il ne faut pas faire de confusion entre deux institutions régionales que sont l'UMOA et la CEDEAO. Si la Cour de justice de l'UMOA prend une décision pour dire que ces sanctions sont illégales, il faut savoir que cette décision n'est opposable qu'au pays de l'UMOA et non de la CEDEAO. La CEDEAO, à sa Cour de justice, il fallait que ce soit
la Cour de la CEDEAO qui prenne cette décision pour que ce soit opposable au pays, puisque le Ghana, le Nigeria, la Guinée ne font pas partie de l'UEMOA. J'aimerais que cette distinction soit faite dans les analyses et dans les commentaires pour plus de cohérence et de crédibilité, s'il vous plaît. Je vois Ambroise qui est un peu remué, il a envie de parler. On va marquer la pause pour le journal. Ambroise, on revient vous donner la parole. Ne vous inquiétez pas.